Hotep, shalom, salam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une barbe à Jérusalem ou que la mendicité sur les épaules de Valérie Pécresse. Bienvenue dans les funérailles des tabous, l'émission qui, comme vous le savez dorénavant, se veut hebdomadaire, mais surtout se veut répondre à la mission que nous a imposée France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence et non pas par la passivité et très très loin de la victimisation. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, et non des moindres, un tabou même. Un tabou qui est au centre, qui constitue même le soleil de l'entertainment. Accrochez vos ceintures, ça va déménager. Prenez le nègre le plus contestataire. Déshabillez-le devant les autres nègres, hommes, femmes et enfants. Roulez-le dans le goudron et les plumes. Attachez ses jambes à 2 chevaux mis dans des positions opposées. Mettez-lui le feu. Et fouettez les chevaux jusqu'à ce qu'ils le démembrent. Ensuite, fouettez tous les nègres mâles qui y ont assisté. Fouettez et battez-les jusqu'au sang. Mais surtout, ne les tuez pas, car ils pourront servir pour la reproduction. Mais gravez dans leur chair la crainte de leur maître. En clair, laissez à l'esclave son corps, prenez-lui son esprit et maintenez-le dépendant de son maître. Ces quelques phrases sont issues du texte de Willie Lynch, qui remonte au XVIIIe siècle et qui constitue la fabrique de l'esclave. Tout est une affaire de mentalité. Les chaînes mentales, elles sont là. Quand Kanye West se posait la question de savoir est-ce que c'est un choix, il n'avait certainement pas lu cette réalité-là, ce texte-là. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'industrie musicale, n'avons-nous pas affaire à un nouveau champ de coton? Voilà la question que l'on va se poser. Et j'ai la chance de recevoir des spécialistes de l'industrie musicale pour creuser cette problématique. Je vous laisse vous présenter, chers frères, chères sœurs. Là, tu nous mets la pression. Quelle intro. Quelle intro. Tu vois, là, j'ai... Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute à ça? Écartelé par des chevaux. Je commence. Je t'en prie. Barbe riche. On va dire que je suis un acteur social dans ma vie de tous les jours. On va dire dans le civil. Et à côté de ça, ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu de la musique en tant que chroniqueur, journaliste, producteur d'émissions. Céline Baconde, je suis la fondatrice de la 9e Muse, qui est une société d'accompagnement administratif spécialisée dans le rap. Donc j'accompagne les entrepreneurs du rap, les éditeurs, producteurs. Et je suis aussi très investie dans tout ce qui est société de gestion collective et comment faire en sorte que les nôtres y prennent enfin leur place. Ils prennent enfin, le mot enfin a son importance. Ouais. Aboubacar Sakanoko, 20 ans de social, animateur, médiateur, insertion sociale, 20 ans d'associatif aussi. Et aujourd'hui aussi, en plus de tout ceci, on produit des émissions. Donc on a monté des médias, donc Média Bloquante Radio et Média La Récré. Et on a aussi une entité qui s'appelle Soparks, avec laquelle on donne des ateliers de débat, initiation à l'art du débat et aussi voilà, tout ce qui a trait à la parentalité. Ouais. Multicasquette, si je peux dire. Multibéret. Multibéret, je vous en félicite. Alors, donc, on va, avant de répondre directement à la question, est-ce que l'industrie musicale aujourd'hui, et en particulier du R&B, hip-hop, rap, représenterait-elle un nouveau champ de coton? Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre expérience dans ce domaine-là? Ouais, moi, ça fait 10 ans en fait, que je travaille dans l'industrie musicale. J'ai commencé en tant que chroniqueur du coup, d'une émission. J'avais une hebdomadaire dans une radio. Donc, j'ai reçu tous les plus grands noms qui sont aujourd'hui au top de ce qu'ils appellent aujourd'hui la pop urbaine. Donc, je pense que c'est aussi en lien avec le thème d'aujourd'hui. Et à travers mon parcours, là, durant ces 10 années, je suis tombé des nues. Parce que moi, de base, comme un peu tout le monde ici, je suis un auditeur, un passionné. J'en ai même fait du rap. Et donc, du coup, le fait de, comme ça, tardivement, d'accéder à ce milieu-là, pour moi, c'était une chance.
Et je pensais que j'avais décroché la Ligue des Champions, moi. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai désenchanté. Parce que je me suis rendu compte que c'était un milieu très, très particulier. Après, je pense que tous les milieux Dans quel sens? C'est particulier parce que, comme c'est un métier, en tout cas, c'est une industrie ou c'est un milieu dans lequel, c'est un milieu en fait dans lequel il y a ce côté image, ce côté exposition, ce côté représentation. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert l'homme. Intéressant. L'homme et ses travers. La nature humaine. La nature humaine, vraiment. La douche froide. Ça a été pour toi la douche froide. Pour moi, la douche Tu as froide. vu le visage négatif de la nature humaine. Voilà, exactement. Mon expérience, c'est que j'ai été artiste à un moment donné de ma vie, on va dire jusqu'en 2015 même, avec un groupe qui s'appelait Du 109.1, un collectif, sur Grigny. Donc, j'ai beaucoup rappé Grigny aussi, tu vois. Et du coup, voilà, mon expérience dans le milieu de la musique, ça a été une expérience d'artiste. D'abord sur scène. C'est ça. Puis après, entre-temps, comme je le disais, ça fait 20 ans qu'on est aussi dans l'événementiel avec Blockhaus Music aussi, mon association à Grigny avec laquelle on organise un festival qui s'appelle Mon Festival. Tous les ans, on invite des artistes internationaux et en première partie, on essaie de mettre en avant des artistes locaux. Et du coup, voilà, mon expérience dans la musique, elle s'est faite dans ce sens-là. Et comme l'a dit Barberich aussi, lorsqu'on côtoie ce milieu-là, on se rend compte que nous, on est beaucoup dans l'émotion. On a beaucoup d'état d'âme, beaucoup beaucoup d'affect, beaucoup de principes et de valeurs. On se rend compte que c'est 98% que du business, quoi. D'accord. Très bien, merci. Moi, j'ai commencé donc en tant qu'auditrice et j'ai fait des études en administration et gestion de la musique à la Sorbonne. Et pendant mes études, j'ai fait un stage dans un organisme de gestion collective des droits des producteurs de musique. Et j'étais au service subvention. Et donc, je réceptionnais tous les dossiers, je les étudiais. Et j'ai constaté qu'il y avait très peu de dossiers de rap. Et donc, moi, c'est de là qu'est venue mon interrogation, déjà de me demander, mais c'est nous qui ramenons, quand je dis nous, on s'entend, hein, qui ramenons le plus d'argent aujourd'hui, mais ce n'est pas nous qui bénéficions du système. Et donc, à partir de là est née une interrogation qui a donné ensuite lieu à la création Comment de tu masse. l'expliques de ça? Parce que l'interrogation, est-ce que tu as apporté un point d'affirmation? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, dont un facteur social, qui est lié à notre rapport à l'administration, à l'administratif. À l'écriture. Exactement. Et aussi une grosse méconnaissance, en fait, parce que c'est beaucoup d'aspects cachés. Par exemple, les gens qui font le travail que je fais, au niveau des subventions, c'est des gens qui ne communiquent pas. C'est que du bouche à oreille. C'est-à-dire que si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu n'as jamais accès à ces gens-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut nous cacher. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est justement de les mettre... C'est ça, c'est de les mettre en lumière et voir comment en bénéficier. Très bien. Alors, vous, en ayant un pied à l'intérieur, à l'extérieur, quel regard portez-vous à l'endroit des rappeurs qui font la promotion de la violence, de l'autodestruction, de la polygamie, bref, tout ce qui est décadent et tout ce qui, sur le terrain, peut avoir une conséquence, une influence dévastatrice? Que tu les as reçus, vous les recevez, vous les côtoyez. Comment vous les voyez? Vous les voyez juste comme des businessmen ou autre chose? Je vous laisse répondre. Moi, je les vois comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont victimes d'un système. Et du coup, ils font... Pour moi, aujourd'hui, et on le répète, nous, souvent dans nos émissions, c'est que les rappeurs ont une responsabilité. Parce que des fois, on dit une petite part de responsabilité. Je dis, moi, aujourd'hui, une responsabilité. On est d'accord. Sur le comportement de certains jeunes. Après, bien entendu, je ne mettrai pas tous les jeunes dans la même case, mais c'est vrai que les jeunes qui sont déstructurés, qui n'ont pas de cadre, malheureusement, eux, ils sont vraiment à la merci de ces artistes, qui pour moi, eux-mêmes, sont victimes. C'est-à-dire qu'ils sont bourreaux, mais à la fois victimes. Victimes du système. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont des carences, eux-mêmes ont des problématiques qu'ils n'ont pas réglées. Et donc, du coup... Donc, Caris, Lacrim, Booba, Niska, Nino sont des victimes? Pour moi, oui. Ok. Après, quand je dis victime, lié à des problématiques. Ce n'est pas victime, ce côté victime que les gens aiment bien mettre en avant, victime dans la rue ou dans la vie de tous les jours, non. Pour moi, aujourd'hui,
quand tu prônes un certain discours, consciemment, tu vois, parce qu'aujourd'hui, à l'âge que, pour les artistes que tu as cités, ils ont un âge avancé, et tu continues à le faire, à un moment donné, moi, je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué parce que la jeunesse aujourd'hui, comme tu le disais, nous, on a un pied dans la musique et un pied dans le social. Donc, du coup, dehors. En première ligne. On est en première ligne parce qu'on fait des ateliers. Nous, aujourd'hui, le plus gros de notre travail, lorsqu'on nous appelle avec mon entité SoPark, c'est pour travailler sur la problématique des RICS. La problématique des guerres de cité, de guerre de cité, mais ce manque d'instruction, ce manque de projection. C'est surtout ça, nous, qu'on intervient principalement. Sur l'ignorance. Tu vois, le rap, c'est la bande originale de la vie de plein de gens aujourd'hui. Tu vois, c'est la musique numéro 1 en France et dans le monde. Donc forcément, elle a des conséquences. Après, je rejoins Barberiche quand il parle de bourreaux et victimes. C'est-à-dire qu'ils sont... Après, j'aime pas trop utiliser ce terme victime, mais c'est un état de fait, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont dans un espèce de, d'engrenage, dans un espèce de piège dans lequel ils n'ont pas les armes psychologiques, ni les armes matérielles ou même financières pour pouvoir avoir une marge de manœuvre, tu vois. Et je me dis aussi que nous, on passe notre temps à déconstruire le rap et les rappeurs, à faire comprendre à des jeunes dans les quartiers qui sont, pour les plus déstructurés, que ce que lui dit, c'est pas vrai. Ce qu'un tel raconte à tel moment, ce n'est pas vrai. Mais quand vous les avez en face, et après on laissera la parole à la sœur, et pardon de te couper, je rebondis, quand vous les avez, j'imagine que vous en avez eu en face de vous, vous n'avez pas manqué de leur poser cette question. Pourquoi ils disent aux jeunes, braquer, tirer, dealer, l'école je m'en bats les couilles, fuck l'État, bref, toute cette culture de la rébellion qui se traduit dans une autodestruction. Est-ce que vous leur avez soumis cette question? Si, moi, là tu parlais de Caris. En général. Caris, voilà, par exemple. que je connais, je connais et que j'ai reçu à nombreuses reprises. Je lui ai posé ce genre de questions. Après, lui, il est dans quelque chose où, pour lui, ce n'est qu'un divertissement. Au même titre qu'un acteur. Donc ça revient à l'idée d'inconscience, quoi. Ou alors il fait mine d'eux. Ok. Donc voilà. Attendez, ne vous emballez pas. Laissons d'abord la place à nos annonceurs. J'ai interviewé Booba. Le mic c'est chimique, les négros sont déclassés par Pokora Diam, c'est cynique. J'ai fait découvrir Section d'Assaut et Gims au public. Il y a les impolis, les polices, ceux qui détruisent tout pollu. La police des polices et leur bavure, c'est bien connu. J'ai défié Tony Parker sur un playground dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai suivi et marché avec Soprano dans les rues de Marseille. J'ai découvert Caris alors qu'il commençait sa carrière. Moi, je viens d'arriver, moi. Je suis un nouveau... voilà, t'as vu? Je viens d'arriver, je fais mon trou et ça va sortir. Mais j'ai aussi interrogé des SDF qui ne demandaient qu'une chose, sortir de cette mauvaise passe. En fait, j'ai suivi des riches comme des pauvres. Et selon toi, quel est le point commun entre tous ces gens? Oui, c'est leur histoire. On a tous une histoire de vie à raconter et à transmettre aux autres. Si tu veux apprendre à raconter la tienne et devenir influent, appelle le 07 56 92 42 44 ou contacte-nous à l'adresse contact@philippefabignon.com. Moi, ce qui me dérange surtout au-delà de ce storytelling-là, c'est le fait que j'ai l'impression qu'on le subit plus qu'on se l'approprie pour essayer de le transformer et en faire quelque chose. Moi, ce qui me dérange, c'est que le fait d'utiliser cette imagerie-là ne nous bénéficie pas et on ne parvient pas à en faire du business. Parce que ça, c'est après, c'est ça. Deuxième étape. Mais juste, ce que je veux dire. justement, l'aspect symbolique, tu évoquais tout à l'heure à très juste titre, la représentation, donc l'impact dans l'imaginaire des jeunes et en particulier des jeunes déstructurés. Toi, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu penses qu'ils s'en lavent les mains? Ou pire, allons jusqu'au bout, on est là pour crever les abcès et mettre les pieds dans les tabous. Ils se savent acteurs du mal, pour ne pas dire du malin. Après, il y a une phrase qu'Alpha One disait, il disait « Je suis ni ton prof ni tes parents ». Donc, c'est vrai que les rappeurs ont une responsabilité, mais à un moment donné, l'éducation doit prendre sa place aussi, à mon avis. Ouais, mais... Je t'en prie. Ouais, moi, souvent, ils te le disent pas, mais en fait, ils vont te faire comprendre que c'est de l'entertainment. D'accord. Tu vois. Okay. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que c'est volontaire. Cette mise en avant de ce rap-là, elle est volontaire. Il y a une époque où
il y avait des rappeurs qui disaient des choses assez, comment dire, très revendicatives et qui prenaient des amendes. Là, aujourd'hui, les gars sont en train, enfin, pour un certain nombre qui sont au devant de la scène, comme tu dis, glorification du braquage, de ci et de ça. Aucun problème. Il faut remplir le frigo, se construire une maison, donc Tu vois. on est prêt à tout. Ok. Pour eux, c'est un moyen comme un autre. Un moyen comme un autre. Et j'y vois de l'opportunisme. Ouais. Et aussi un manque de, comment dire, de... Je pense que sur ce plateau, on se soucie de notre prochain ou de nos petits frères, entre guillemets. Je pense que bon nombre d'entre eux, si ça ne touche pas leur famille directe, c'est pas leur problème. D'accord. Le syndrome Django. Voilà. Voilà, j'ai du talent, parce qu'il faut quand même que je précise, parfois, je ne cesse de taper verbalement sur les rappeurs. Ça ne veut pas dire que je ne leur reconnais pas du génie. C'est justement là le problème, c'est qu'ils ont, certains d'entre eux, un génie poétique. Un Booba, il a des punchlines surréalistes, un Caris. Moi, la punchline, parce qu'il faut quand même que j'en donne une, de Caris, qui jusqu'aujourd'hui me fait encore réfléchir tellement, elle vaut 10 livres de géopolitique. Mon cœur est sombre comme un soleil froid. L'Afrique, c'est 1 milliard de Jésus sur des croix. Bon, cette punchline-là, elle est interstellaire. Donc, on ne remet pas en cause leur génie, qu'on se comprenne bien. Par contre, du fait de leur génie, justement, ils exercent une excessive influence. Maintenant, vous me dites, ils n'en ont pas conscience, ou alors, tout simplement, c'est, de toute façon, si c'est pas moi, c'est un autre. Il faut que je remplisse le frigo, il faut que j'ai ce talent-là, pourquoi pas en tirer profit? C'est pas moi qui ai créé l'industrie. Très bien. Donc ça, actons. Maintenant, concernant justement la place que nous occupons. Est-ce que vous avez senti, vous, de l'intérieur, une sorte justement de psychologie racialiste? Est-ce que certains, du temps de Lunatic, on sait que leur texte dur et à la fois revendicatif, du temps Booba partageait le micro avec Ali, et il semblerait, j'étais pas là, qu'à Skyrock, on aurait qualifié leur rap de village, traduction rap de nègre. Bon, est-ce que vous percevez, vous avez à un moment ou à un autre perçu ce regard-là racialiste au sein de l'industrie musicale? Oui, clairement, clairement. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai différents bérets. Ouais. Donc il y a aussi cette casquette de consultant, producteur, parce que j'ai des frères qui sont dans la production, des grands frères qui sont dans la production, et qui s'occupent d'artistes féminines noires. Et on nous a clairement dit que, bon maintenant ça a changé, mais à l'époque, que les noirs non, parce que c'était pas vendeur, parce que c'était pas... que ça passait pas, tout simplement. Non, en tant qu'artiste. Artiste. Donc on fait un petit crochet. Est-ce que tu valides le propos d'une sœur rappeuse, dont j'ai oublié le nom, qu'elle m'excuse, qui avait estimé que le Jams tenait son succès en grande partie parce qu'elle était blanche? Non. Ok. Donc non, là-dessus, moi, je suis pas d'accord. D'accord. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de privilège blanc au sein de l'industrie musicale. Non, en fait, ça dépend et ça rejoint le thème. SCH, lors de la dernière remise des trophées Victoire de la musique, il a tenu un discours où, quelque part, il avouait qu'il était bénéficiaire du privilège blanc. Il n'a pas dit comme ça. Mais c'est bizarre. En fait, il y a une grosse ambiguïté. Il y a une grosse ambiguïté et c'est là où ils sont très forts. L'industrie, les gens qui tiennent l'industrie, du coup, qui tiennent les manettes, ils sont très forts parce que à quelqu'un qui oserait dire, voilà, vous êtes raciste dans le game, ils diront, ouais, mais regardez tous les artistes noirs qui sont là ou les artistes maghrébins qui sont là. Alors qu'on sait pertinemment que, certes, en tant qu'artiste, on accepte des artistes noirs et maghrébins, mais si on regarde dans les hautes sphères des maisons de disques et autres organismes, il n'y a pas de noirs. Donc c'est là où je dis que... Ok. Tu n'es pas tout à fait d'accord avec toi sur la notion... Oui, parce que décembre 2020, il y a BMG qui a avoué que, je crois que c'est 2009 à 2016, je crois, une période comme ça, les artistes noirs avaient des contrats avec des royalties, des pourcentages plus bas que les artistes blancs. Et on parle bien de blanc-noir, on ne parle pas de R&B, de rap. On parle bien de blanc-noir. Ils l'ont reconnu et d'ailleurs là, ils sont en train de mettre des choses en place pour régler ce problème-là. Et quand on sait qu'en France, que la France, c'est juste un duplicata des États-Unis, c'est que forcément, ça se fait. C'est juste que ce n'est pas aussi explicite et qu'aux États-Unis, eux, ils peuvent le reconnaître, s'excuser, faire leur mea culpa, pardon. Mais en France, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que même au niveau des contrats ou même au niveau du reste,
il y a une réelle disparité et on le voit tous les jours. Et c'est pour ça que quand on parle de rap, on sait très bien de quoi on parle. Et c'est pour ça aussi qu'ils le marginalisent, parce que c'est ces personnes-là qui font partie de ce genre de musique-là aussi. J'attends rien de leur part, ni celle du maire ou du président. Leur système est pire qu'animal, pyramidal, inspiré par les montagnes. Plus tu montes, plus les sommets sont blancs. Même ici, tu rappes. Même ici, genre. Même ici, Même ici, genre. J'attendais la chute, j'attendais. Tu peux la redonner la chute. Ali, lunatique, Je la connaissais pas celle-là. récolte ce que tu sèmes. Ah, j'avoue, Ali, Puissant. merci pour la dédicace. Hein. Moi, de Ali, pour aussi une dédicace, salam et shalom, la même, mais prononcé en décalage, ça devient usi opposé à kalash. Aïe, aïe, aïe. Bref. On est ensemble, on est ensemble. Ah, Et du coup, je rebondis un peu sur les propos qui... Bisson à Bissot. À un moment donné, ils ont un clip qu'ils avaient tourné en Afrique. Chaud ce soir. Voilà, c'est ça. Et qui a été et qui devait être diffusé sur TF1, mais dans une autre version que celle qui a été diffusée. Mais TF1 leur a dit, il faut que vous refassiez votre clip, car il y a trop de noir dans votre clip. Ok. Ça, c'est juste un exemple. Et aussi Nekfeu, qui à un moment donné, dans une interview, qui a dit clairement qu'à un moment donné... Oui, ça, je me souviens. Le fait qu'il soit blanc, ça lui a ouvert... Enfin, je le dis avec mes termes, mais que ça lui a ouvert quelques portes, tout de même. La pop urbaine. Victoire de la musique. Pop urbaine, comme de par hasard, il n'y a que des gens de l'urbain. Des gens issus d'un certain profil. Un profil qui est proche d'une autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. D'accord. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. D'accord. Donc vous avez constaté que dans l'industrie. Maintenant, si on sort, parce que nous aussi, vous l'avez entendu en préambule, et je pense que vous partagez cette position-là, nous sommes allergiques à la victimisation. Donc la posture qui consiste à dire on subit le racisme, ça peut être un constat factuel. Néanmoins, on ne peut pas se contenter de ce constat. On doit rajouter à la question, d'accord, mais pour aujourd'hui, personne ne nous met un fusil sur la tempe ou un couteau sous la gorge, nous interdisant l'accès à la bibliothèque ou plus largement l'accès à l'élaboration de nos structures. C'est-à-dire qu'on dit oui, ils sont racistes, ok, mais quelles sont vos structures? Pourquoi vous ne les montez pas? Donc vous, de l'intérieur, selon vous, pourquoi nous manquons de ces initiatives-là? Ou alors, est-ce que vous en avez observé? Enfin voilà, quel est votre regard là-dessus? Moi, je vais te prendre notre initiative. Ouais. Tu vois, on a un programme qui s'appelle La Récré. La Récré, c'est présenté par Driver. En fait, nous, et on le répète souvent, on est parti chercher Driver parce que pour nous, c'est un acteur essentiel aujourd'hui de cette musique. Et à l'époque de notre demande, lorsqu'on est parti le chercher, nous, on trouvait qu'il était réduit à un rôle secondaire. Et qu'à cette époque-là, nous, en tout cas, de ce qu'on constatait, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires mises en avant, présentateurs de programmes forts. Et donc, du coup, lorsqu'on est arrivé avec La Récré, on a fait un retour avec La Récré en 2019, on voulait marquer les choses en mettant Driver. Et du coup, des années après, on se rend compte que ça a fait changer les choses. Parce que petit à petit... Harry Roselmack. Je pense. Okay. En tout cas, je pense. Je pense. Après, nous, c'est vrai que souvent, on nous taxe aussi de naître un plateau majoritairement noir. Parce que c'est vrai que nous, La Récré, il y a beaucoup de noirs. C'est pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que souvent, on nous le reproche. Bon, sur CNews, il y a majoritairement des blancs. Bon, après, donc, tu vois, quand tout à l'heure, tu parlais d'initiative, nous, on a eu une initiative dans ce sens. D'accord, autodéterminante. Tu vois, même si on n'est pas dans ce truc de « ouais, il faut que des noirs », on n'est pas là-dedans, parce qu'on ne veut pas reproduire ce que les autres produisent. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on est parti de cette initiative. On s'est dit, voilà, on n'est pas des victimes. Moi, j'aime bien dire, on est des bergers, bergers pas moutons. Et du coup, on va faire quelque chose pour changer les mentalités, pour faire bouger les lignes. Et on est en train de voir que petit à petit, c'est ce qui est en train de se passer. C'est de notre faute. On a notre part. Tu peux le dire plus fort, s'il te plaît. C'est de notre faute. Okay. On a notre part de responsabilité dans tout ceci aussi. Certes, il existe un plafond de verre. L'industrie de la musique existe avant même l'industrie du rap. C'est même l'industrie de la musique qui a créé l'industrie du rap, en vérité. Et si on va même plus loin, le rap, en vérité, en tout cas, cette industrie ne nous appartient pas dès le départ.
C'est-à-dire que le premier groupe, Sugar Hill Gang, Sylvia Robinson, avec son mari, ensuite avec Malcolm McLaren, lorsqu'il a entendu ça en boîte, récupération dès le départ. C'est-à-dire, depuis le départ, ça ne nous appartient pas. Tu vois. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un moment donné où beaucoup n'ont voulu être qu'artistes, mais aussi par manque d'information. Tu vois, c'est pour ça que je rebondis aussi sur sur ta profession et ce que tu fais. C'est qu'à un moment donné, il y a des informations qu'on ne nous a pas forcément données, mais beaucoup ont voulu qu'être artistes et pas forcément être éditeurs, distributeurs, ou sinon on voulait aussi être manager, pote manager, mais qui ne s'y connaît pas. Tu vois. Et je pense qu'aussi, voilà, comme je disais, on a notre part de responsabilité dans la mesure où pas assez d'organisation, le rap existe depuis 30-40 ans en France. Donc je vois. Il y a des labels qui ont été créés, il y a des structures qui ont été créées, mais pas encore assez fortes. Tu vois. Tu veux poursuivre? Oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manque de courage et de peur. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que quand on veut entreprendre dans la musique, très souvent, on finit par se faire approcher par des personnes blanches ou des personnes plus grosses qui sont aussi gérées par des blancs. Et donc, c'est soit on fait le choix d'être courageux et donc de continuer dans son sillon, soit de se faire racheter, soit de se faire englober, soit d'aller dans une autre boîte qui est plus importante. Et j'ai l'impression que dans notre communauté, il y a un réel problème à faire preuve de courage. Attendez, ne vous emballez pas. Laissons d'abord la place à nos annonceurs. Imagine être la personne que les autres suivent, être celle ou celui que les autres écoutent. Imagine que chacune de tes apparitions, en présentiel ou en digital, sur scène ou sur les réseaux sociaux, soit une source d'inspiration pour des milliers de personnes. Quel serait ton impact sur le monde ? Quel type de relation développerais-tu avec tes amis, tes fans, tes followers ou même tes abonnés ? Quel serait ton niveau financier ? Tes résultats ne sont pas à la hauteur de ton talent ? Alors, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Storytelling attractif, ou l'art d'utiliser les mécanismes d'une histoire pour faire passer des messages qui marquent les esprits. Storytelling attractif, une formation en ligne pour t'accompagner et te guider pas à pas dans la création d'un marketing qui génère des ventes, basé sur ton ou tes histoires. Alors, pour plus d'informations, appelle le 07 56 92 42 44 ou contacte-nous à l'adresse contact@philippefabignon.com. Alors, je rebondis, c'est ce que j'allais dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche. en gros, clairement, hein, ça semble être, j'utilise quelques pincettes, ça semble être le fruit de deux réalités. La première, la crise du narcissisme et de l'ego qui est la conséquence de tout ce passé où on nous a mis plus bactère, où on grandit dans l'idée qu'on ne vaut rien en tant que tel, et par conséquent, et aussi ajouter à cela, à la maison, le manque de reconnaissance. Quand un enfant se construit sans compliments, ces compliments, il va les chercher dehors. Tous les artistes, quelle que soit leur couleur de peau, ils ont un dénominateur commun, c'est ils veulent de l'amour, ils veulent être aimés pour compenser le manque d'amour à la maison. Ou en donner. Souvent, alors en donner, oui, mais souvent l'aspect psychologique, cette fêlure-là psychologique est très marquante. Quand on voit quand tu affiches des grosses chaînes en or et que tu veux être vu et revu le bling-bling, ça fait écho à cette réalité. Donc il y a cet appel-là psychologique, et à cela s'ajoute le manque de courage que d'aucuns appellent le manque de virilité. De virilité sur le plan rationnel, pas sur le plan de la testostérone. Il ne s'agit pas d'être DMX, mais plutôt d'être Berry Gordy. Il y a eu des Berry Gordy aux États-Unis. En France, on fait défaut. Donc, à ce niveau-là, la problématique se situe par conséquent au niveau de l'éducation et du rapport à l'apprentissage et à l'orientation au niveau des compétences. Est-ce qu'en somme, tout simplement, pour l'heure, même si vous ouvrez la voie, et je vous en remercie, et je vous en remercierai jamais assez, pour l'heure, on manque cruellement de compétences. Et pas que dans le domaine musical. On peut élargir la discussion au domaine cinématographique. On manque de scénaristes, on manque... Mais ça, tout à l'heure, je le disais, par rapport aux ateliers qu'on met en place, c'est qu'il y a un manque de projection. Ok. On est prisonnier du présent. On est prisonnier. D'accord. On est prisonnier, nous, lorsqu'on rencontre des jeunes, on leur demande, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Et ils n'ont pas forcément de projection. Ils disent juste, je veux de l'argent. Ouais. Oui, mais d'accord, tu veux de l'argent, mais pour faire quoi ? Parce que quand tu as ton argent, après, qu'est-ce que tu fais ?
Oh, je suis posé, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Je suis Tu mis à vas chicha. réinvestir? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, je pense qu'il y a ce manque de projection. D'accord. C'est en train de changer Mhm. parce que moi, de ce que je vois dans l'industrie, je vois, parce que souvent on aime bien taper sur la nouvelle génération de rappeurs, mais moi, je veux valoriser cette génération d'entrepreneurs. Ok. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, Merci de le dire. il y a de plus en plus de jeunes qui atteignent la trentaine, qui entreprennent. Moi, par exemple, il y a des jeunes dans le game que j'aime bien, c'est l'équipe de Dadju, Ok. avec Joss, avec Abou Debeng. D'accord. Par exemple, Abou Debeng, qui lui était artiste et qui à un moment donné a su se reconvertir et maintenant est producteur ou fait partie de l'équipe de Imenes. Joss, pareil, qui s'occupe de Franglish et plein d'autres artistes. Et Est-ce que tu mets dans le même sac, pardon, le producteur de Weshden? Ouais. Ok. Ouais. En plus, on l'a reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'aime sa mentalité. Parce qu'il a des objectifs. Parfois, il manque au niveau de la forme. Oui, après, c'est la jeunesse. Au niveau de la forme, oui. Il a 25 ans, c'est la jeunesse, c'est le manque d'expérience. À 25 Mais il nous en ans, faut davantage des comme lui. Voilà, je pense. D'accord. Peut-être avec un autre discours, mais en tout cas avec la même vision. C'est Est-ce que tu important. dirais qu'il faut moins de Kobalade et plus de producteurs comme lui? Parce que Kobalade, même s'il a son flow particulier, il est l'incarnation du néant intellectuel. Mais en vérité, je trouve que cette génération... Moi, je dirais qu'il est l'incarnation d'une génération. C'est pour ça que je parle de ça, parce que ne pas connaître Bob Marley, c'est pas lui, sa personne, qu'on comprenne bien. Je veux dire, ce qu'il symbolise. Il symbolise le Snoop Dogg de l'époque, mais version 2.0. Si on lui parle de Bob Marley, c'est qui Bob Marley? Passe-moi un joint, je m'en bats les couilles, machin. Bon, c'est vraiment... Et on s'identifie à lui parce que belle gueule, parce que attractif, par conséquent, le magnétisme, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et la conséquence directe, c'est que les jeunes, la nouvelle génération, s'ils veulent des cobaladés, mais là... Mais en vérité, je pense que c'est de l'entertainment, tout ça. Okay. Mais malheureusement, c'est de l'entertainment qui engendre... comment dire, qui engendre pas forcément de bonnes choses dans la mesure où, en termes d'exemplarité, c'est pas ça, quoi. Tu vois. Mais je pense que tous ceux-là qui sont en train d'avoir une certaine posture, dire... Les gars ont capté qu'à un moment donné, les réseaux sociaux sont essentiels. Et à un moment donné, il faut buzzer. D'accord. Et je pense que quelqu'un comme Kobalade, même si il est dans une posture qui convient qui convient à un certain nombre de personnes et qui ne convient pas à un certain nombre de personnes, je pense que c'est beaucoup d'entertainment. Ok, bon, espérons pour lui qu'il soit suffisamment intelligent à ce point-là pour être... Et du coup, de cet entertainment, je trouve qu'il y a une certaine intelligence. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, espérons que tu es dans le vrai. Même Moi, si, c'est ce que je veux évoluer. Voilà, même si elle engendre des choses qui... Parce qu'il reste très jeune aussi. Ouais, il est très jeune. Il reste très jeune. Et comme je le disais, pour moi, c'est pour ça que je parlais de victime. Ouais. Victime dans le sens victime de son environnement, victime de la société, victime de son cadre familial peut-être, parce que je ne le connais pas. Mais moi, en fait, quand je vois Kobalade, par exemple, parce que là, on parle de lui, et que nous, on rencontre des jeunes de tous les départements, de toute la France, je vois des jeunes comme lui. Alors dans ce Sauf que lui, il est exposé, mais il y a beaucoup de jeunes comme lui, en fait. Il est juste lui. Est-ce qu'on dirait, parce que j'ai pris l'exemple de Berry Gordy, mais Berry Gordy n'est rien d'autre que, d'une certaine façon, le fils d'un Martin Luther King, dans la mesure où l'identité des pères spirituels afro-américaines est très forte aux États-Unis. La communauté afro-américaine s'est construite, s'est relevée dans les églises. Est-ce que ce qui nous ferait défaut en France, c'est cette autorité paternelle, pas uniquement sous l'angle spirituel, mais vraiment cette autorité paternelle? Déjà, les valeurs, elles se perdent. Qui doit l'incarner, qui doit, si ce n'est... Tu veux t'exprimer? Non, je réfléchis. Kenzie. Kenzie aurait pu, à un moment donné, avoir cette espèce de... très juste. Tu vois, Très Kenzie juste. du secteur A. Kenzie du secteur A. Aurait pu avoir cette... Très juste. Je me suis même posé la question, où est-il? A-t-il été enlevé par les extraterrestres? Non, c'est vrai, vraiment. C'est-il est parti se marier à Bora Bora avec une égérie de L'Oréal, je ne sais pas. Il observe tout. Il observe. Il est toujours là. J'ai parlé avec lui. Kenzie, s'il te plaît, si tu es là, on a besoin de toi, Exactement. de ton intelligence, de ton esprit stratège, de ta force d'impact symbolique. Il conseille, hein.
Ah, des- ok. il Donc, il conseille est actif. il conseille Ok. des jeunes Il ne s'est pas lavé les producteurs. mains en se Non, disant je n'ai plus rien à faire de Non, cette communauté, il- de bon à rien, de médiocre, Non, il qui conseille. est juste bonne à chanter des absurdités dans des micros ou à être vigile. Non. Ok. Mais les jeunes, ils n'écouteraient pas Kenzie. Parce que déjà, ils ne sauraient même pas qui c'est. Mhm. Parce qu'il y a un déficit de connaissances par rapport à l'histoire de la musique qui fait qu'aujourd'hui, on amène quelqu'un qui a compté pour nous. Les jeunes, ils vont dire c'est qui? Il a combien d'abonnés? Il a fait quoi? Et si on ne peut pas leur donner les réponses qui les satisfait, ils ne vont pas écouter. Mais si nous, Transmission. voilà ce que j'allais dire, nous. T'as vu, je t'enlève les mots de la Ah bouche ouais. à chaque fois. Je suis d'accord, on est en phase, on est en phase. Si nous, on incarne des canaux de transmission, on le reçoit, comme on dit, on lui donne de la force, on lui donne surtout le respect intergénérationnel et puis même vis-à-vis de ce qu'il incarne et de ce qu'il est, je pense que ça peut toucher, ça peut avoir un impact sur la jeunesse. Donc Kenzie, on va venir frapper à ta porte. Moi, je pense pas. Moi. C'est vrai. Moi, je pense que la jeunesse, elle est décalée de fou. Ils s'en foutent. Je donne un exemple, et j'ai souvent cet exemple, c'est Assa Traoré, par rapport à son combat. Ouais. Les jeunes, on les a tous vus venir faire des snaps à la manif. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ah ouais, on va consacrer une émission Non, à mais ça. c'est une réalité. Parce que, tu te rappelles à cette époque-là, mais c'était un truc, franchement, Non, c'était c'était historique. émouvant, vraiment, de voir autant de personnes derrière cette cause. Et je me suis dit, ah ouais. Et je me suis remis en question, parce qu'à chaque fois, on aime taper sur les jeunes, oh, ils sont décalés, ils sont ailleurs. Mais là, 2 ans après, ils s'en foutent. Ouais, ils sont partis au McDo, au cinéma. Tu voulais rajouter quelque Non, je chose? disais qu'il y a, par rapport à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il y a une espèce de construction sociale aussi. Une construction sociale, comment dire, à travers laquelle, en tout cas des plus jeunes, non aguerris, parce que même des gens de notre âge, de notre génération, sont dans ce piège de cette construction sociale. C'est-à-dire cette construction sociale et cette injonction sociale qui nous dit il faut qu'un tel soit dans tel rôle, il faut qu'un tel soit dans telle posture. Par exemple, souvent, comme tu dis, on tape sur les jeunes, mais souvent on les encense aussi, parce que lorsqu'on débat avec eux, on se rend compte que ils ont des, comment dire, ils ont des ressources en termes de culture. Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que au même âge, je pense que, enfin moi je suis d'une génération des années 80, je pense qu'au même âge, j'ai l'impression que certains d'entre eux sont plus avancés que nous. Au même précoce, âge. quoi. Ouais, Voilà, exactement, tu vois. Mais cette injonction sociale, les réseaux sociaux, cette, comment dire, cette volonté de se montrer, mais pour des choses super légères, cache tout ce potentiel, tu vois. D'accord. Donc vous sentez émerger ce potentiel encore tapi dans la boue, mais qui est là. Il est là, il est là. D'accord. Donc, Il est là. Ils ont du potentiel. Ils ont du potentiel maintenant. Tout à l'heure, tu parlais tu vois, de profils à qui on transmettait de l'amour. Parce que le mot d'ordre, c'est l'amour. Oui. Tu vois, là, tout à l'heure, je te parlais d'Erix. On aura beau faire des marches, on aura beau parler des heures et des heures, si à un moment donné, on ne travaille pas la parentalité. Et ce que doivent transmettre les parents, de l'amour, principalement, parce que j'entendais dans certains de vos débats, souvent, c'est l'argent qu'on met en avant, mais la réalité, c'est que c'est l'amour, dans un premier temps. Tout être pour se construire correctement. C'est ça qui est important. Correctement, il lui faut de l'amour. Alors moi, j'ai précisé, hein, si tu parles de mon cas, pour moi, le chemin le plus court à la construction, à l'élévation de soi, c'est le langage. Mais j'allais y venir après. La maîtrise du langage, l'amour, oui, effectivement, c'est indéniable. On n'est pas des robots. Si on n'a pas d'amour, on risque d'être des instruments de la haine. Il n'en demeure pas moins que tu peux avoir tout l'amour du monde. Si tu n'as que 300 mots de vocabulaire, ouais, je t'ai capté, naïna, bon, autour d'un joint dans un hall, ça passe. Maintenant, quand il faut monter des structures, rédiger des dossiers pour obtenir des fonds publics, ou même pour avoir des projets sur le long terme où il faut rédiger sur papier, ou même pour s'organiser en réunion, tout ça, si on n'a pas cette culture de l'écrit qui a pour condition les 2500 mots, parce qu'il faut savoir, on a 300 mots en banlieue, en général, hein, il en faut 2500. Donc peut-être que la problématique de fond, en tout cas moi, c'est mon discours, on le sait, se situe au niveau du langage. Tu vois, si tu as de l'amour, la personne qui te transmet de l'amour, elle va t'orienter vers ce besoin, tu vois, de connaissance. Il y a certains de nos parents qui n'ont pas eu d'éducation. Enfin bon. Oui, mais les parents, ils nous ont toujours dit, va travailler. Tu dois devenir quelqu'un.
Oui, Toujours. oui, mais Mais pour pas tous les Avec parents, leurs moyens, tu vois. ça passe pas forcément par l'école pour certains parents. Ça passe juste par le fait de pouvoir subvenir à leurs besoins et d'avoir l'argent nécessaire pour vivre, en fait. Quel parent a offert à son enfant un dictionnaire pour Noël? Voilà, c'est ça. Pourtant, un dictionnaire, on peut tous en acheter, hein, c'est l'équivalent d'une baguette. Et comme je le dis toujours, si un parent demande à son enfant d'apprendre, ne serait-ce que les adjectifs et les verbes de chaque lettre, une lettre par mois, tous les soirs, tu m'apprends 10 mots, mon fils, d'adjectifs, verbes. Au bout de 2 ans, le fils, ça y est, ça devient un aigle. On passe du statut de fourmi au statut d'aigle. L'échec scolaire, les 100 000 jeunes parents qui sont en échec et qui après se rêvent une vie de rappeur, certains y arrivent, parce que la plupart ne sont pas diplômés, ça devient des futurs ingénieurs, des futurs, justement, dans l'industrie. Après, on se répand. Après, je sais que, Dieu merci, moi j'ai 41 ans aujourd'hui, je sais qu'il y a de la nouvelle génération, parce que parfois j'ai un regard un peu dur, mais parce que je suis enfermé dans ma génération, je sais qu'il y a une nouvelle génération de petits jeunes de 20 ans qui ont pris conscience de ça, surtout les femmes, il faut quand même voilà, faut quand même le dire, surtout nos jeunes sœurs qui sont déjà déterminées, elles ont les crocs, elles ne veulent pas simplement aller à la CAF et aller twerker dans les discothèques devant des bouteilles de champagne. Maintenant, elles veulent aussi monter leur structure, inspirées par les Brigitte Ossou, donc elles sont là. Alors, hélas, on a tellement de choses à dire, mon élan est vif, mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous considérez, pour conclure là-dessus, que l'industrie musicale est le nouveau champ de coton? Ou alors, est-ce que c'est aussi une vitrine que l'on pourrait mettre à profit en se libérant des chaînes mentales? Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est la plantation. Ok. Plantation. Ok. Chaque fois dans mes émissions, je dis que c'est la plantation. Pourquoi? Parce que... Et c'est verrouillé, en gros, c'est ce que je veux dire. C'est verrouillé, il n'y a pas de changement. C'est la plantation. C'est la plantation, Ok. C'est-à-dire qu'on nous voit comme des esclaves. Comme des Kunta Kinte, très bien. Des Kunta Kinte, on est là, comme dans un champ de coton. Ok, très On bien. est là, on travaille, on ramène de l'argent. Et au final, ce n'est pas nous qui sommes les bénéficiaires premiers D'accord. de cet argent que ça génère. Donc en gros, Parce les que- Jay-Z, les P. Diddy sont juste des arbres qui cachent la forêt, quoi. Ouais. Des exceptions Ouais. qui Parce confirment la règle. qu'aujourd'hui, si tu prends le pourcentage d'un artiste Mhm. sur ce qu'il génère, Non, parce que d'aucuns pourraient te C'est dire, infime. d'aucuns pourraient te dire, un Jay-Z, un P. Diddy ouvre une nouvelle voie. Peut-être, Oui, toi, tu ne vois pas cette tendance-là de non. l'intérieur. Comme Ok. tu dis, c'est l'arbre qui cache la Mais forêt. regarde, t'as vu, on dit que c'est un champ de coton, On conclut, hein. Là, Voilà, vraiment, c'est ça, on conclut. Ok. mais c'est eux qui ont créé cette industrie. Ok. Je vais me faire l'avocat du démon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est eux qui ont créé cette industrie. C'est-à-dire que, est-ce que nous, Ils sont dans leur bon droit, quoi. est-ce que après, bon, je resterai nuancé sur dans leur bon droit parce que quand même la matière première, Ouais. c'est la musique Ouais. qui vient, D'accord. enfin qui des États-Unis, des Afro-Américains, qui de base vient d'Afrique. Et je ne vais pas refaire tout le, voilà, c'est la musique noire de base, la matière première. Mais est-ce que nous, on n'est pas dans un concept où à un moment donné, en voulant s'intégrer dans cette industrie de la musique, est-ce que nous, on n'est pas en train de vouloir faire à notre tour de l'appropriation économique? De l'appropriation économique, ce sera l'occasion d'un autre débat très riche, hein, Comment l'appropriation économique. Donc il faudrait renverser la table et dire que le système capitaliste, il n'est pas pour nous, se tourner vers quel système, c'est la question. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Barberich. Conclusion, là. Oui, je conclus rapidement. Voilà. Rapide. Mais en fait, je ne suis pas d'accord parce qu'on se plaint des pourcentages, mais le pourcentage qu'un artiste a avec son label, bah, il peut très bien décider d'avoir son propre label et négocier son propre pourcentage et d'avoir, entre guillemets, 100% de ses revenus. Donc je rapport pense de que force, c'est- en gros, Oui. bras de fer. Donc Mais je pense que c'est aussi un qu'est-ce que choix. tu conclus? Est-ce que toi, tu considères que l'industrie musicale reste de manière presque inamovible un champ de coton, un nouveau champ de coton bling-bling aujourd'hui, mais toujours champ de coton, ou alors il y a une évolution parce que des brèches ont été ouvertes par un tel ou un tel et par conséquent, il y a de quoi être optimiste? Non, il y a clairement une évolution. Pour moi, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a des acteurs du rap qui prennent part aux institutions, qui veulent rentrer dans les commissions, avoir des pouvoirs de décision. Et pour moi, ça passe par là. Et je pense qu'il faut être optimiste, mais bien évidemment réaliste, et qu'il faut plus d'entrepreneurs dans la musique et dans le reste, et qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui pourra nous sauver, nous aider à être autonomes. Je t'en prie. Une petite question. Ah, Est-ce que juste, qui est en lien avec ce que tu as dit, Vas-y. est-ce qu'aujourd'hui, des indés, par exemple, parce que c'est bien d'entreprendre, Bien sûr. d'être son propre patron, est-ce que les indés dans cette industrie sont mis en avant, par exemple? Non, mais tu n'as pas besoin d'être mis Ah. en avant pour vivre de ta musique. En fait, tu peux créer un écosystème Bien sûr. qui D'accord, fonctionne d'accord. sans être Ce une sera star. aussi l'occasion. Je vais juste dire un truc parce que je ne peux pas terminer sur ce Vas-y. que j'ai dit. Vas-y Parce que alors. Ok, vas-y. Sinon, Vas-y. ça va être compliqué. Vas-y. Je dis juste qu'il faut se mettre à la place de personnes qui ont créé une industrie, qui ont créé un business, et de se dire qu'à un moment donné, tant bien même
ils sont dans un, comment dire, dans un concept de gens qui exploitent des gens. Bah, à partir du moment où quelqu'un, par exemple... C'est pas lié à la couleur de peau, l'exploitation. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un crée un business, à un moment donné, forcément, tu vas avoir un contrôle sur ton business. Donc, du coup, c'est pour ça que je parle du fait que le fait de vouloir tout contrôler, quitte à ce que ce soit même injuste, c'est quelque chose d'humain, même si je ne cautionne pas. Je ne le cautionne pas. Donc, en gros, tu dis que si on peut avoir été des nègres de maison et finalement devenir des nègres de nos propres maisons. Moi, je dis juste que Dre a beau être milliardaire, Ouais. il y a Jimmy Iovine au-dessus. Ok. T'as vu? Puis Didi a beau être ce qu'il est, il y a Ouais, quand même il y a toujours- quelqu'un au-dessus. ok. C'est-à-dire que l'industrie de la musique, je ne pense pas qu'elle nous appartiendra un jour. Ok. Au moins, Mais, c'est acté. mais quoi qu'il en soit, tu as vu, après, je tiens à dire ce que je tiens à dire, Ouais. c'est que le hip-hop, Ouais. de base, pour moi, est une carotte. Mais, Ok, ça, c'est une belle conclusion. Mais voilà. De manière générale, au-delà de l'industrie, Après, le hip-hop est une carotte. Voilà, après, Alors là- après le combat des droits civiques, Oui. on nous a mis le hip-hop, divertissez-vous, Divertissez-vous, dansez, ne réfléchissez rappez, pas, quoi. on s'occupe L'émotion du est nègre. Et on s'occupe du reste. Voilà, l'émotion est nègre. C'est mon avis. Et gardons la raison. Mais comme vous le savez, dans les funérailles des tabous, on refuse cette fatalité que certains veulent nous imposer. Non, la raison, on se la rapproprie, étant donné qu'on a accès à la connaissance et surtout à l'échange collectif, dans la mesure où c'est de la discussion que jaillit la lumière. Alors aujourd'hui, on a encore abordé un sujet, comme vous l'avez vu, et non des moindres, central, tabou, en essayant d'apporter quelques pistes. Et je remercie les intervenants qui ont été francs, directs, qui ont fait preuve ils ont mis leur cœur, leur tripes, et surtout, ils ont offert des clés. Parce qu'on garde quand même ça en tête. Il n'y a pas de problème sans solution. Condamner la pomme pourrie, c'est bien. Comprendre les racines du pommier, c'est mieux. Et nous, dans les funérailles des tabous, on répond à cet impératif-là. Toujours en gardant en tête que aller tout seul, on va loin, on va vite, pardon. C'est ensemble qu'on va loin, mais c'est ensemble autour d'une table qu'on va loin et haut. Je vous remercie.